Pendant plus de 2 siècles, le Japon s'est tenu en retrait, verrouillant ses portes au monde extérieur, enfermé dans son isolement inflexible, connu sous le nom de Sakoku. Mais alors que les vagues impérialistes de l'Occident déferlent sur les terres lointaines, le pays se retrouve piégé dans les filets d'un choix difficile. Les pressions s'intensifient, les murmures résonnent dans les ruelles étroites d'Edo, et le Japon se retrouve à la croisée des chemins. Soyez témoins, au cœur de ce 3e chapitre de Soleil Rouge, d'un moment de grand bouleversement et tension. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, où le destin du Japon a été scellé par l'arrivée imminente du commodore Matthew Perry et sa flotte de puissants navires de guerre américains. Voguant vers les côtes japonaises en 1853, une ombre obscure plane au-dessus des terres nippones, alors que l'inconnu se profile à l'horizon. Laissez la tension vous envelopper. England is under threat of invasion. So much for the glory of Rome. There is only one way this war ends. Last man standing. We are samurai! Ich bin ein Berlin. We shall never surrender. Nous revoilà au début du premier chapitre, dans la matinée du 8 juillet 1853, dans la baie d'Edo, à proximité de la ville d'Uraga. Les pêcheurs japonais, habitués aux eaux calmes et paisibles, sont soudain frappés par une perturbation inhabituelle. Des vibrations étranges se propagent à travers l'océan, annonçant l'arrivée imminente d'un mal inconnu. L'horizon se transforma alors en une vision cauchemardesque. 2 monstrueux navires de guerre noirs, crachant des volutes de fumée, émergent lentement des ténèbres. Le USS Susquehanna et l'USS Mississippi, tels des monstres marins tout droit sortis des légendes japonaises, ensorcellent, fascinent et terrifient les âmes des pêcheurs japonais. Un magistrat d'Uraga, figé par l'horreur, raconte plus tard: personne n'aurait pu imaginer de tels véritables châteaux naviguer librement sur les flots. Les navires américains, véritables colosses d'acier noir, semblent déterminés à conquérir les rivages japonais. Ignorant délibérément une pancarte géante rédigée en français qui leur ordonne de partir immédiatement et de ne pas oser jeter l'ancre, l'escadre américaine s'approche dangereusement d'Uraga. Dans un déploiement intimidant, les navires américains jettent finalement l'ancre, canons braqués vers la côte, prêts à déchaîner leur puissance destructrice. Un silence pesant s'abat sur les terres japonaises, tandis que les bouches des canons se dressent, tels des serpents venimeux, prêts à cracher leur feu mortel. Puis, dans un rugissement assourdissant, les canons tonnent, libérant une salve dévastatrice. Mais il n'y a pas d'impact meurtrier, seulement des détonations vides. La panique s'empare des pêcheurs japonais, qui s'empressent de ramener leur frêle barque sur la terre ferme afin d'alerter les autorités. Un fonctionnaire d'Uraga, bravant sa peur, s'avance hésitant vers l'USS Susquehanna pour demander des explications sur les intentions de cette intrusion. Mais Perry refuse catégoriquement de le recevoir, méprisant sa demande d'une manière glaçante. Il fait savoir qu'il ne daignera parler qu'à une personne de rang élevé, un bugyo, c'est-à-dire un gouverneur. Pendant que Perry se terre dans sa cabine, 2 interprètes japonais, dans une tentative désespérée, parviennent finalement à établir un contact limité avec quelques officiers américains. Ils parviennent à transmettre le message au bugyo d'Uraga, affirmant que les intentions de Perry sont pacifiques et que le Commodore est porteur d'une mission capitale du président des États-Unis destinée à l'empereur. Il souligne néanmoins que si le bugyo refuse de recevoir cette missive, Perry usera de la force pour la lui remettre. Perry, ainsi que la plupart des Occidentaux, ignorent encore les subtilités de la structure politique et la complexité de l'État japonais, ne faisant pas la distinction entre l'empereur et le shogun.
Pour ajouter à la confusion, le shogun Tokugawa, supposé être le véritable dirigeant, est un homme malade, une figure dépourvue de pouvoir réel. Le Japon est alors gouverné par un conseil, dont le plus influent membre est le jeune régent, mais néanmoins expérimenté, Abe Masahiro. Les membres de ce conseil, conscients depuis longtemps de l'impérialisme occidental, de ses avancées technologiques, savent que tôt ou tard, les fondations de l'isolement japonais seront brisées, par choix ou par la force. Le Bakufu, l'administration et gouvernement du shogun, se trouvent désarmés face à cette situation, incapables de trouver une réponse adéquate malgré les nombreux signes annonciateurs de la catastrophe imminente. Edo est plongé dans une atmosphère de terreur. Le 10 juillet, 2 jours après l'arrivée de Perry, des rumeurs enflammées se propagent dans les rues de la capitale japonaise, attisant la peur d'une attaque imminente et d'un bombardement dévastateur. Les conséquences se font immédiatement ressentir. Les prix du riz s'envolent, tandis que la livraison de poissons frais est interrompue, les pêcheurs redoutant de prendre la mer. Dans les boutiques d'occasion de la capitale, des articles militaires et des symboles de guerre sont exposés, témoignage de la montée de la tension. Les forgerons travaillent sans relâche, confectionnant épées, casques et armures, tandis que les marchands d'armes écoulent à prix d'or leur maigre stock restant. Un médecin japonais, témoin de ces événements, relate avec effroi. Les roturiers évacuent les plus jeunes et les plus âgés de leur famille, ainsi que leurs biens les plus précieux, et ils envisagent de fuir à la campagne dès que les combats éclateront. Les représentants du gouvernement, plongés dans un état de consternation indescriptible, semblent véritablement accablés par la puissance militaire de cette flotte étrangère imposante. Les samouraïs, après 2 siècles de paix, doivent subitement se préparer à la guerre. Des feux sont prêts à être allumés, bloquant les principales routes et ponts menant au château d'Edo, cœur du pouvoir. Des troupes peu entraînées et armées de lances ou de vieux fusils se massent le long des côtes, allumant constamment des feux de détresse. Les habitants sur les côtes sont réquisitionnés, contraints de détruire leurs propres maisons pour ériger précipitamment des fortifications, tandis que d'autres sont forcés de transformer leurs modestes navires marchands en frêles navires de guerre. Les daimyo, avertis de la situation, reçoivent l'ordre de mobiliser leurs troupes et de marcher rapidement vers Edo. Le peuple japonais redoute une attaque imminente et une alarme générale, symbole du début des hostilités, est prête à être déclenchée à tout moment. Pendant que des messagers japonais se hâtent en panique entre Uraga et Edo, l'USS Mississippi pénètre dans la baie, mesurant la profondeur de l'eau. Les rumeurs s'amplifient dans tous les sens, en affirmant que des soldats américains ont déjà débarqué et marchent en direction d'Edo. La panique se propage comme une traînée de poudre. Au milieu des cloches qui résonnent inlassablement, des hurlements des soldats, des cliquetis des armures, des pas précipités de chevaux, des cris des femmes et des pleurs des enfants, les habitants d'Edo tentent désespérément de quitter la ville pour rejoindre leurs proches à l'intérieur des terres. Dans certaines positions défensives, désorientés par les dernières rumeurs, des ordres sont demandés pour ouvrir le feu sur les barbares. Pour aggraver encore plus la situation, une embarcation américaine débarque des soldats à proximité d'une fortification. Les officiers américains pointent leurs sabres vers les canons japonais et se moquent de la situation. Le commandant de la fortification court avec sa lance, prêt à affronter les envahisseurs. En réponse, les Américains rient et applaudissent, exacerbant la tension explosive qui règne désormais dans les 2 camps. Le Bakufu réalise que la situation peut basculer à tout instant et qu'une déclaration de guerre contre les États-Unis serait désastreuse. Le régent, Abe Masahiro, décide donc de temporiser et de négocier en acceptant la lettre du président américain. Le 14 juillet, sur la petite plage de Kurihama et des collines au sud d'Uraga, la délégation japonaise attend anxieusement l'arrivée des Américains. Perry débarque,
escortés par un contingent imposant de 250 Marines et presque autant de marins vêtus de leur uniforme bleu. Le son des tambours retentit, accompagné de l'une des chansons jouées comme hymne national américain, Hail Columbia. Plus de 5000 samouraïs, équipés jusqu'aux dents et revêtus de leur impressionnante armure, scrutent avec haine les Américains d'un regard perçant. La tension est palpable et la crainte d'une attaque massive japonaise plane dans l'air. Perry confie plus tard dans son journal. Il faut avouer que si les Japonais avaient pris cette disposition, avec leur immense force, ils n'auraient eu aucune difficulté à massacrer complètement les Américains. Perry, accompagné des hauts gradés et des interprètes, pénètre dans le bâtiment construit en hâte pour les négociations. Ce que les Américains ignorent, c'est qu'une dizaine de samouraïs se dissimulent juste en dessous, prêts à dégainer leurs armes et à attaquer Perry et ses officiers au moindre signal. Lors d'une cérémonie sobre, Perry remet la lettre au Bugyo d'Uraga et aux représentants du shogun. La lettre du président américain Fillmore tente d'être aussi diplomatique que possible. Nous sommes conscients que les anciennes lois de votre Majesté impériale ne permettent pas le commerce extérieur, à l'exception des Chinois et des Hollandais. Cependant, compte tenu de l'évolution du monde et de la formation de nouveaux gouvernements, il semble judicieux de réviser périodiquement les lois. Si votre Majesté impériale consentait à autoriser un commerce libre entre nos deux pays, cela serait extrêmement bénéfique pour les deux parties. Si cela ne s'avérait pas aussi bénéfique qu'espéré, les anciennes lois pourraient être rétablies. Perry, bien moins diplomate, déclare que si l'empereur persiste à fermer son pays, les Américains rectifieront cette attitude par la force, si nécessaire. Il précise que les Japonais ont le droit de se battre, mais la victoire américaine est assurée et totale. Pour ajouter à l'humiliation, Perry présente 2 drapeaux blancs accompagnés d'une lettre expliquant comment les utiliser. En cas de guerre avec les Américains, lorsque les Japonais se rendront sans aucune chance de gagner, ils devront agiter le drapeau blanc et les Américains cesseront immédiatement les hostilités. Pour couronner le tout, la délégation américaine offre des cadeaux à destination de l'empereur, dont des Bourbons du Kentucky et des revolvers Colt. Perry insiste pour que les Japonais acceptent ces présents, leur laissant ainsi peu de choix que de dire oui. En exerçant une pression sur les Japonais grâce à sa diplomatie agressive, Perry et les États-Unis dominent déjà les négociations. Avant de partir, Perry assure aux négociateurs japonais que ses navires lèveront l'ancre dans 2 ou 3 jours. Mais il annonce qu'il reviendra dans 9 ou 10 mois avec une force bien plus importante pour obtenir la réponse officielle de l'empereur. L'escorte américaine, soulagée, regagne ses navires sains et sauves. Avant de partir, le Commodore joue une dernière carte. Il ordonne à l'USS Mississippi de s'approcher à seulement quelques kilomètres d'Edo. Avec ce monstrueux navire noir si près de la ville, Perry sait que la population et le Bakufu ne l'oublieront pas de sitôt. Le 17 juillet, l'East Asian Squadron lève enfin l'ancre et met cap vers la Chine. Les Japonais peuvent enfin souffler et se réjouir. Les barbares sont partis et Edo est intacte. Pour symboliser l'atmosphère pesante et le manque de confiance, les autorités japonaises font brûler les bouteilles de Bourbon du Kentucky et les autres cadeaux américains sur la plage par crainte d'un empoisonnement ou pire, d'une malédiction. Après le départ de Perry, le régent Abe Masahiro examine attentivement la lettre du président américain qui s'adresse au shogun en le désignant comme Sa Majesté impériale, l'empereur du Japon. Les États-Unis réclament la liberté d'entrée de leurs navires dans les ports japonais pour se ravitailler, un traitement plus favorable pour les baleiniers américains échoués au Japon, ainsi que l'ouverture du pays. Le shogun, affaibli, est confronté à une fragmentation politique. Le régime féodal est toujours là, depuis la fin de la guerre civile qui a eu 200 ans plus tôt. Si le Bakufu cède aux demandes américaines, il risque de provoquer une révolte parmi les puissants daimyos et de déclencher une nouvelle guerre civile. Abe Masahiro décide alors de consulter tous les daimyos et hauts responsables du Japon pour recueillir leur avis. Des copies traduites de la lettre du président américain sont envoyées aux 4 coins du pays. Entre l'été et l'automne 1853, Abe Masahiro reçoit des centaines de réponses en provenance de tout le Japon. Les opinions sur la façon de répondre aux Américains sont aussi variées que le nombre de daimyos,
et aucun consensus se dégage. La plupart des daimyos préconisent de chasser les barbares et de se battre. Cette faction est représentée par l'influent Tokugawa Nariaki, l'ancien daimyo de Mito. Cependant, Abe Masahiro est parfaitement conscient que la faiblesse du Japon face aux États-Unis ne réside pas seulement dans le fossé technologique militaire, mais aussi dans le facteur humain. Certes, mobilisant tous les daimyos et leurs samouraïs, le Japon pourrait, en théorie, rassembler une armée de plus de 500 000 hommes. Mais la grande majorité de ces hommes ne sont plus les guerriers aguerris de la période troublée des guerres civiles. Après des siècles de paix, leur seule expérience de combat réel se résume à réprimer de petites révoltes paysannes. Les daimyos favorables à la guerre trouvent un allié de taille en la personne de l'empereur. Habituellement cantonné à un rôle symbolique et religieux, l'empereur et sa cour impériale ont été pour la première fois consultés sur les affaires courantes du pays. C'est une grave erreur commise par le Bakufu, car les déclarations publiques de l'empereur sur sa position face aux barbares et à la sécurité du pays commencent à inspirer certains daimyos. Si le shogun est si faible, peut-être est-il temps de ramener l'empereur sur le devant de la scène. Seule une petite partie de l'élite, représentée par Lee Naosuke, le daimyo de Ekone, est consciente des faiblesses du Japon et des conséquences d'une guerre avec les États-Unis. Ils comprennent également les opportunités qui pourraient se présenter en cas d'ouverture. Lee Naosuke et ses partisans préfèrent négocier avec les Américains et accepter leurs demandes. Pour certains partisans de l'ouverture, il s'agit avant tout de gagner du temps. Un temps précieux pour copier les technologies et les méthodes occidentales afin de mieux se défendre dans le futur. Le East Asian Squadron fait son retour fracassant dans la baie d'Uraga. Perry est de retour, seulement 6 mois après sa première visite, et cette fois-ci, il arrive non pas avec 4, mais 10 navires de guerre et 3700 hommes aguerris, soit un quart de la marine américaine. Le retour des navires noirs n'est pas une surprise, et contrairement à la première fois, la population d'Edo ne cède pas à la panique. Les pêcheurs se précipitent néanmoins vers le rivage pour alerter les autorités. Mais les immenses navires à vapeur, crachant d'épaisses fumées noires, ont déjà fait se déployer des soldats sur les positions défensives le long des côtes. Edo reste calme, pour le moment. Ses habitants tentent même de se rassurer en propageant des rumeurs d'une imminente et victorieuse attaque japonaise qui anéantirait la flotte américaine. Le commandant H.A. Adams est chargé de conduire pour la première fois un groupe de soldats américains à terre à Yokohama. Un prêtre qui les accompagne écrit dans son journal. Les villageois, craignant le déclenchement d'une guerre en cas d'échec des négociations, ont déplacé leurs biens loin de la mer. Contrairement à la première fois, les autorités japonaises fournissent immédiatement et avec courtoisie les navires américains en eau, en bois et surtout en charbon. Les équipages américains se délectent de fruits, de légumes, de frais, de poulets et surtout de saké. Perry et ses officiers ont même droit à des gâteaux sucrés et des huîtres. En signe de paix et de bonne volonté, les représentants du Bakufu assurent à Perry que cette fois-ci, aucune armée ne sera présente pendant les négociations. Les marins américains, ivres, non seulement volent un tonneau de saké dans un magasin de Yokohama, mais en plus, ils poignardent le propriétaire qui tente de les en empêcher. Cet incident, grave, a failli déclencher la guerre. De jeunes samouraïs, ne supportant plus cette humiliation, sont empêchés au dernier moment d'attaquer les Américains. Alors que les pourparlers sur le lieu des négociations du traité tournent en rond, Perry reprend l'initiative le 24 février en ordonnant à son escadre de lever l'ancre et de remonter la baie jusqu'à être aux portes même d'Edo. Les cloches de la cité résonnent aux oreilles des équipages américains. Les daimyos en faveur de la guerre, exaltés par le xénophobe Tokugawa Nariaki, exercent une pression sur le conseil et Abe Masahiro pour qu'ils attaquent immédiatement. Mais les négociateurs, soutenus par Lee Naosuke, mettent en garde le conseil en affirmant que la seule voie possible est celle des concessions. Une guerre ouverte contre les Américains risquerait de plonger Edo dans le chaos et de faire chuter le Bakufu en quelques jours seulement. Une guerre serait synonyme de défaite
et les concessions faites aux Américains seraient encore plus importantes. Après de nombreux débats et rebondissements, le fameux traité de Kanagawa est finalement signé le 31 mars 1854. Outre le ravitaillement des navires et la garantie d'un traitement amélioré pour les naufragés, les ports de Shimoda et Hakodate sont ouverts aux étrangers. Pour sceller le traité, des cadeaux sont échangés. Le Japon offre des œuvres d'une grande finesse, telles que des éventails, des porcelaines, des laques et des soieries, symboles de son artisanat d'exception. De leur côté, les États-Unis offrent des cadeaux susceptibles d'intéresser le Japon pour de futures affaires. Des revolvers Colt, un obusier en laiton, des postes télégraphiques et un train à vapeur miniature avec des rails permettant de transporter un passager par wagon. Le 4 avril, l'USS Saratoga, le navire le plus ancien de l'escadre américaine, a l'honneur de remettre le traité de Kanagawa à Washington. Passant devant les autres navires en file indienne, les équipages acclament l'USS Saratoga au son de Home Sweet Home. Un sentiment d'accomplissement, mêlé de soulagement, envahit les marins, tandis que les notes mélodieuses de la musique résonnent à travers la baie. Juste avant le départ de l'escadre, lors d'une sombre soirée du 25 avril, 2 jeunes samouraïs japonais, brûlant d'une soif insatiable de découvrir le monde, se faufilent clandestinement à bord d'un des navires américains. Leurs motivations ne sont pas guidées par une admiration aveugle pour l'Occident, mais par le désir d'apprendre de ses forces et de mieux résister à sa domination. Ils sont déterminés à embrasser cette quête au nom de l'amour et de la grandeur du Japon. Mais leur tentative audacieuse d'évasion se solde par un échec cuisant lorsque les marins américains les découvrent et les ramènent à terre, privant ainsi ces jeunes rêveurs de leur désir d'exploration. Rappelez-vous bien de son nom. L'un des 2 samouraïs se nomme Yoshida Shoin, et il deviendra l'un des critiques les plus farouches du Bakufu et de sa politique étrangère. Convaincu qu'il est impératif de connaître les barbares pour mieux leur résister, il va se consacrer corps et âme à défendre les intérêts du Japon. Le retour de Perry et la signature du traité de Kanagawa sont encore célébrés aujourd'hui au Japon à travers un festival. Perry, devenu un véritable héros aux États-Unis, incarne surtout, après la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l'alliance et de l'amitié entre les 2 nations. Et au-delà de ces symboles, la réalité historique de l'arrivée de Perry et de son succès marque le début d'une chaîne d'événements aux conséquences majeures pour le Japon, l'Asie et le Pacifique. Après 2 siècles d'isolement, le Japon abandonne sa politique de fermeture du pays. 4 ans plus tard, le féroce diplomate Townsend Harris, premier consul américain au Japon, parvient à briser définitivement les verrous nippons. À force de négociations acharnées, il obtient l'ouverture des ports de Yokohama, Nagasaki, Hakodate et Kobe au commerce occidental, ainsi que l'autorisation pour les étrangers de résider dans ces villes. Plus humiliant encore, les Américains bénéficient de l'immunité judiciaire, leurs crimes étant jugés selon les lois américaines et non locales. Ce traité inégal, similaire à ceux imposés à la Chine après la guerre de l'opium, servira de modèle pour les traités ultérieurs signés par le Japon avec l'Empire britannique, la France et la Russie quelques années plus tard. Abe Masahiro et le Conseil pensent avoir évité le pire, c'est-à-dire une guerre avec les États-Unis qui aurait condamné l'Empire du Japon à devenir une colonie occidentale. Et face à l'impuissance du Bakufu à résister aux envahisseurs américains, les intrigues et les complots politiques se multiplient, menaçant de plus en plus le pouvoir des Tokugawa. Le soutien discret d'une petite élite en faveur du retour de l'empereur sur le devant de la scène, au détriment du shogun, gagne en importance. À Kyoto, certains nobles de la cour impériale osent enfin rêver. Et si l'heure de l'empereur était enfin venue? Abe Masahiro, critiqué de toutes parts pour avoir ignoré les avertissements des Hollandais et ne pas avoir renforcé les défenses côtières, démissionne de son poste en 1855 et meurt 2 ans plus tard à seulement 37 ans. Perry, couvert de gloire et d'honneur, s'éteint en 1858.
Son arrivée reste un tournant majeur dans l'histoire japonaise, accélérant les changements politiques et sociaux qui se profilent déjà à l'horizon. Des changements qui ont été initiés, comme nous l'avons vu dans le 2e chapitre, il y a plus de 250 ans par l'arrivée des Portugais. Le Japon se réveille brutalement et réalise soudain qu'il est devenu une proie dans un monde de prédateurs. En refusant de l'admettre, en pensant naïvement que son isolement le protégerait des impérialismes occidentaux, le Japon a d'abord fermé les yeux avant de les ouvrir de force. Ce qu'ont découvert les Japonais, c'est un monde où règne la loi du plus fort, un monde avec d'immenses navires de guerre à vapeur, des canons modernes et des trains rugissants. Le Japon comprend qu'il doit s'adapter et se transformer et évoluer rapidement s'il veut survivre. Le Japon doit se métamorphoser de proie en prédateur. Mais comment ? Le Japon ne part pas de zéro, loin de là. Il possède de nombreux atouts qu'il saura mettre en valeur pour se tailler une place au soleil. Le brillant ingénieur et inventeur Tanaga Isashige était présent lors d'une démonstration russe de la machine à vapeur en 1853. Quelques années seulement après cet événement, en étudiant des manuels hollandais, il construit la première locomotive à vapeur et le premier navire de guerre à vapeur entièrement conçu et fabriqué par des Japonais. Le Japon est non seulement prêt à adopter les nouvelles technologies occidentales, mais aussi à les assimiler. Tel un symbole de cette volonté, en mars 1860, les Japonais traversent avec succès le Pacifique à bord d'un petit navire de guerre à vapeur acheté aux Hollandais, le Karin Maru, atteignant ainsi les rives de San Francisco. Parmi les passagers se trouvent 77 samouraïs en mission aux États-Unis, prêts à tout apprendre sur leur futur ennemi. L'un des spécialistes des affaires étrangères à bord rappelle avec fierté. Environ 7 ans après avoir aperçu pour la première fois un navire à vapeur, et seulement 5 ans après avoir commencé à naviguer, les Japonais ont accompli une traversée transpacifique sans l'aide d'experts étrangers. À bord du Karin Maru, la détermination des samouraïs est palpable. Leur esprit forgé dans l'acier, prêt à tout pour voir le Japon s'élever. Tel une ombre sinistre, le Commodore Perry et sa flotte de navires noirs avaient fait irruption dans les eaux japonaises, révélant brutalement les faiblesses militaires et le retard technologique du pays. Les années 1990 n'avaient pas été en reste, marquées par des événements déchirants tels que la première guerre du Golfe et la crise du détroit de Taïwan en 1996. Ces moments de tumulte avaient secoué la conscience des dirigeants chinois, les confrontant à leur propre retard militaire. Tel un miroir déformant, ces événements avaient éveillé chez la Chine, et chez les Japonais dans notre histoire, une prise de conscience brutale. La Chine s'est alors lancée à la fin des années 90 dans une course effrénée pour moderniser son armée, déterminée à combler l'écart technologique et à réduire les avantages détenus par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Bien que l'armée chinoise reste encore en retrait par rapport à celle des États-Unis, elle a fait des pas de géant, prête désormais à défier directement l'Amérique dans des conflits limités. Lors du tribunal militaire international qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale, le général japonais Ishiwara Kanji avait prononcé des paroles empreintes d'excuses, mettant en lumière l'impérialisme destructeur de son pays. Il pointait du doigt l'arrivée du Commodore Perry en 1853 dans la baie d'Edo, dénonçant l'invasion insidieuse orchestrée par les Américains. Selon Ishiwara, Perry et son pays avaient ouvert les portes de la nation insulaire en la menaçant de leurs canons dévastateurs, plongeant le Japon dans les méandres corrompus du commerce international. Ishiwara se défend. Le Japon de Tokugawa croyait en l'isolement. Il ne voulait rien avoir à faire avec les autres pays et fermait ses portes à double tour. C'est alors que Perry, de votre pays, est arrivé dans ses vaisseaux noirs pour ouvrir ses portes. Il a pointé ses gros canons sur le Japon et l'a averti. Si vous ne traitez pas avec nous, méfiez-vous. Ouvrez vos portes et négociez aussi avec d'autres pays. Lorsque le Japon a ouvert ses portes et essayé de négocier avec d'autres pays, il a appris que tous ces pays étaient terriblement agressifs. C'est ainsi que pour sa propre défense, il a pris votre pays comme professeur et a commencé à apprendre à être agressif. On pourrait dire que nous sommes devenus vos disciples. Pourquoi ne pas citer Perry à comparaître dans l'autre monde et le juger en tant que criminel de guerre ?
Mais la réalité, comme souvent dans l'histoire, est bien plus complexe. L'expédition de Perry en 1853 avait en effet créé un dangereux précédent pour les relations diplomatiques en Asie. Plus de 20 ans plus tard, le Japon allait à son tour reproduire cette même stratégie envers la Corée, envoyant un navire de guerre pour intimider ses voisins et traités similaires à ceux infligés par les États-Unis. Les puissances impérialistes occidentales avaient érigé le commerce en enjeu stratégique, une course effrénée pour capturer les opportunités avant que d'autres ne s'en emparent. Les luttes de pouvoir en Asie de l'Est à cette époque étaient le reflet de cette idéologie géopolitique dangereuse dont les conséquences allaient se faire sentir bien longtemps. Mais que dire de l'impact de l'arrivée de Perry sur le peuple japonais ordinaire ? Le commerce avait permis au Japon d'accéder rapidement aux connaissances scientifiques occidentales, aux nouvelles technologies et aux méthodes de production innovantes. En quelques décennies seulement, le pays était devenu l'un des leaders industriels de l'Asie, tandis que le niveau de vie explosait littéralement. Mais comme nous le verrons dans les prochains chapitres, tout ne s'est pas fait sans accrocs et tragédies. Encore aujourd'hui, les habitants de la ville de Shimoda, au Japon, rendent hommage à Perry lors du festival annuel du Black Sheep, le Kurofune, célébrant la fin de l'isolement de leur pays. Pour d'autres, l'arrivée de Perry marquait la fin d'une ère dorée, celle du monde flottant décrit dans le premier chapitre, et le début fracassant d'une nouvelle ère faite de sang et de guerres civiles dévastatrices. Ainsi se termine cet épisode de Soleil Rouge, une histoire de conflits, de confrontations et de chocs culturels. L'arrivée de Perry et de ses navires noirs ont brisé les chaînes de l'isolement imposé par le shogun Tokugawa, ouvrant ainsi le Japon au monde extérieur. Mais cela est venu à un prix élevé. Les samouraïs, symboles de l'esprit martial japonais, luttent pour s'adapter à un monde en mutation. Les anciennes voix se meurent, les nouvelles ne sont pas encore totalement nées. À partir du prochain épisode, nous plongerons au cœur de l'ère tumultueuse du Bakumatsu, le crépuscule des samouraïs et la naissance du Japon moderne. Nous assisterons aux luttes acharnées du Bakufu pour conserver le pouvoir, à l'essor des rébellions et des soulèvements et à l'inéluctable affrontement entre tradition et modernité. Rejoignez-moi donc dans 2 semaines pour un nouveau chapitre de Soleil Rouge. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes vidéo et audio, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast et même Dailymotion. N'hésitez pas à suivre Odyssia 2.0 sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et à partager les épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. C'était Christophe Caporelli pour Odyssia 2.0. À très bientôt.